Bonjour. Alors, je ne vais pas me lancer dans une longue analyse sur les gilets jaunes, mais je voudrais faire une courte vidéo pour répondre aux arguments libéraux que je vois circuler à propos des gilets jaunes. Les libéraux, et peut-être certains gilets jaunes d'ailleurs, disent la France on ne peut pas critiquer la politique française, la politique de Macron comme étant ultralibérale, néolibérale, etc., ou même libérale, parce que regardez, d'une part, vous avez les prélèvements obligatoires, tous les impôts, les taxes, etc., directs et indirects, qui sont très élevés, qui sont parmi les plus élevés en Europe. Et d'autre part, vous avez énormément de bureaucratie, de règlements, etc. Et tout ça n'est évidemment pas libéral, donc la faute ne peut pas incomber au libéralisme. Alors je vais répondre à cela, d'abord sur la question des taxes et des impôts, et ensuite sur la question des règlements et de la bureaucratie. Alors je suis d'accord que l'État taxe tout ce qu'il peut taxer et qu'il y a beaucoup trop de bureaucratie et beaucoup trop de réglementation à certains égards. Mais la question, quelle est la source du problème? La source du problème, pour moi, se trouve dans la philosophie néolibérale ou libérale, on va dire néolibérale pour simplifier, qui s'est installée en France, en tout cas, depuis 83, depuis le tournant de la rigueur de Mitterrand. Et donc, 81, Mitterrand arrive au pouvoir, il a un programme plus ou moins social-démocrate, pas très bien pensé, et en 83, face à des déficits de la balance des paiements, il décide de serrer la vis, etc., et de faire de la rigueur, et puis après, ça a été de mal en pis, ça a été le libéralisme s'est de plus en plus installé. Mais quel est le problème de l'idéologie libérale à ce niveau-là? C'est qu'on a encouragé le libre-échange. Mais le libre-échange, évidemment, et les délocalisations. Par exemple, l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne spécifie qu'on ne peut pas s'opposer aux délocalisations. Donc on ne peut pas s'opposer, si vous voulez, au transfert de capitaux. Donc, donc si les entreprises veulent délocaliser vers des pays à bas coût, en Europe ou en dehors d'Europe, c'est important, ou en dehors d'Europe, donc en Chine en particulier, rien ne peut les en empêcher. Et puis il y a sans délocalisation, il y a simplement le fait qu'on achète des produits fabriqués dans les pays à bas coût de main-d'œuvre. Si vous allez chez Ikea, c'est un grand magasin avec tous les meubles et tout ce que vous voulez pour la cuisine et tout ça, qui est suédois, tout paraît suédois, les noms sont suédois, la cantine est suédoise, etc. Mais tout est fait en Chine ou à peu près, ou dans d'autres pays à bas salaire. Et donc, vous avez, sans nécessairement délocalisation, vous avez évidemment des pertes d'emploi indirectes. Alors évidemment, ces pertes d'emploi ont eu comme effet que, bon, on a mis des gens au chômage, on les a mis dans des pré-retraites, etc., etc. Leurs enfants n'ont plus trouvé ce genre d'emploi. Et petit à petit, on a eu un effet qui est aussi aux États-Unis, qui est que les gens perdent des emplois industriels relativement bien payés et productifs, et se retrouvent dans les industries de services, dans les services, où là, évidemment, ils ne produisent pas directement les biens de consommation, qui doivent donc être importés ou importés ou dans la mesure où ils sont encore produits sur place, mais par un nombre décroissant de gens. Et ces services, en général, payent moins bien que les emplois industriels, mais le niveau de vie peut être préservé en achetant des produits bon marché. Une autre façon de préserver le niveau de vie, ça a été très net aux États-Unis, c'est un endettement massif. Mais c'est évident que cet endettement ne résout rien à long terme. Et donc on a eu petit à petit un État qui produisait de moins en moins où les gens produisaient de moins en moins ce qu'ils consommaient, perdaient les emplois productifs et étaient obligés de vivre alors avait État qui avait de plus en plus de déficits et qui était obligé alors s'endetter et évidemment de payer les intérêts sur cette dette. Et pour limiter à la fois la fuite en avant de la dette, a été obligé de taxer, d'essayer de récolter des miettes un peu partout, etc. Ce qui, à mon avis, explique le haut taux d'imposition. Mais si vous avez cette situation, elle est quand même fondamentalement liée à la perte de l'appareil productif. Parce que c'est l'appareil productif qui, in fine, fournit la richesse. Et si vous trouvez que c'est plus facile ou plus profitable à court terme, etc., de faire produire à l'étranger, d'importer des produits de l'étranger, etc., ben, à terme, vous vous trouvez dans cette situation de déficit. Et je pense que c'est l'idéologie libérale libre-échangiste
qui est à la racine de ce haut taux d'imposition, parce qu'effectivement, l'État ne veut pas être totalement ruiné et il ne veut pas encore supprimer totalement ce qui reste de ce qu'on appelait dans le temps l'État-providence. Mais évidemment, pour combler les déficits, etc., il y a aussi tout le temps, il faut tout le temps couper, il faut couper dans les dépenses, il faut couper dans l'éducation, il faut couper dans les santé, etc., parce que l'État est ruiné, mais l'État est ruiné fondamentalement pour cette raison-là qui a à voir avec l'idéologie néolibérale. L'autre aspect, c'est la bureaucratisation. Alors ça, je ne peux pas en parler en général, mais je peux en parler dans mon expérience universitaire. Moi, je pense que la bureaucratisation a terriblement augmenté, mais de nouveau, c'est un effet de la logique néolibérale. Parce que se passe-t-il avec les fonctionnaires, les gens qui sont nommés? Par exemple, profs, etc. Pour l'instant, la plupart des gens à un certain âge à l'université sont nommés à vie. Si vous êtes nommé à vie et que vous n'avez pas beaucoup d'espoir de promotion, par exemple vous êtes au sommet ou bien les différences de salaire ne sont pas très élevées, etc., entre les différents grades, alors si vous êtes un agent rationnel, c'est très important de comprendre ça parce que ça montre la perversion du système, de l'idéologie libérale. Si vous êtes un agent rationnel, vous travaillez un minimum. Parce que l'idéologie libérale, c'est travailler un minimum pour gagner un maximum. Ça, c'est si vous êtes rationnel. Si vous êtes passionné par la science et vous passez 60 heures par semaine à travailler scientifiquement pour faire avancer la science, vous êtes irrationnel. C'est important de comprendre que d'un point de vue strictement de la logique économique libérale, c'est irrationnel de servir la société et c'est rationnel d'être profiteur. Mais quand vous êtes payé par l'État, la logique libérale dit l'État va se protéger contre vous, vous êtes un tricheur. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va vous évaluer. Et donc vous allez devoir faire des rapports de plus en plus lourds, de plus en plus nombreux, qui vont devoir être évalués. Mais par qui? Pas par la bureaucratie, parce que dans les questions scientifiques, ces rapports sont trop techniques pour qu'elle puisse l'évaluer. Donc elle va devoir trouver les experts extérieurs, et moi j'ai été impliqué dans des tas de commissions d'écriture de rapports, d'évaluation de rapports, etc. Donc je vois un peu comment ça fonctionne. Vous avez soit vous faites évaluer par des copains, ils sont pas neutres, c'est bidon. Vous faites évaluer par des ennemis de la personne qu'on évalue, c'est pas neutre, c'est bidon. Ou bien vous faites évaluer par des gens qui sont ni copains ni ennemis, mais qui sont en dehors du domaine, et ils ne savent pas l'évaluer, ça ne va pas non plus. Et finalement, on se trouve dans ce paradoxe où on ne fait pas confiance aux individus, puisque par définition, c'est un agent rationnel qui vont chercher à tricher, mais on fait confiance évidemment aux évaluateurs. Il n'y a pas de raison de croire que les évaluateurs sont nécessairement plus honnêtes, plus neutres, etc. Et in fine, il faut toujours faire confiance à quelqu'un. Et la logique néolibérale, c'est finalement de faire confiance à une bureaucratie plutôt qu'aux agents eux-mêmes, une bureaucratie des commissions d'évaluation, etc., où il n'y a aucune preuve que ces gens sont nécessairement plus honnêtes, plus compétents, etc., que les scientifiques eux-mêmes qui sont supposés évaluer. Mais tout ça augmente évidemment des réunions, la bureaucratie, des papiers, écrire des choses que personne ne lit, etc. Évidemment, je ne sais pas ce qu'il en est du petit commerce, je ne sais pas ce qu'il en est des médecins, je ne sais pas, mais beaucoup de gens se plaignent de l'augmentation de la bureaucratie, dont je pense qu'elle est aussi un effet du néolibéralisme ou de l'idéologie libérale. Et donc, il n'y a pas de paradoxe à trouver qu'une société plus taxée, plus bureaucratisée, est en fait indirectement le résultat de l'idéologie libérale. Alors, il y a deux autres aspects du libéralisme contemporain, j'insiste, contemporain, qui n'est pas nécessairement le libéralisme éternel, le libéralisme du XVIIIe siècle, ou du XIXe, ou de Mill, ou de Russell, ou même de Smith, etc., mais qui sont, on va dire, des aspects du libéralisme post-68 heures et du libéralisme américain, parce que ça vient surtout des États-Unis. Le premier aspect qui a des effets désastreux pour notre société, c'est le relativisme. On est passé d'une idée libérale tout à fait juste, que je défends, qui est que les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent, y compris les absurdités, et de dire ce qu'ils pensent. Ça, c'est l'idée libérale de la liberté de penser, de la liberté d'expression, qui n'existe plus. Je ferai une autre vidéo là-dessus plus tard, mais qui n'existe plus, parce que si vous dites des choses que certaines polices de la pensée estiment être racistes, sexistes, homophobes, antisémites, etc., hop, vous êtes au minimum diabolisé, et au pire, vous êtes traîné dans les tribunaux. Donc, la liberté de penser, en fait, dans la société, elle est très, très, très restreinte. Mais ce qui a remplacé le principe libéral juste, qui, comme je dis, n'est plus très appliqué, c'est le relativisme. C'est-à-dire qu'on est passé de l'idée que les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent, à dire que toutes les opinions se valent, ou toutes les cultures se valent, ou tous les points de vue se valent, etc. Et évidemment, tout ça, je devrais développer ça, mais tout ça, c'est lié à une conception erronée de l'antiracisme. Et alors, si on dit cela, la notion de progrès disparaît. Parce que si vous dites
par exemple, qu'on a fait des progrès depuis les années 50, depuis les années de 1900, depuis le 1800, que sais-je, en matière de santé, de sciences, de justice socio-économique, d'égalité homme-femme, etc. Si vous dites ça, vous êtes obligé de dire qu'alors toutes les cultures ne se valent pas, puisque vous comparez votre culture actuelle avec votre culture antérieure, et vous dites qu'il y a eu des progrès. Mais si vous dites ça, vous risquez aussi de dire, oui, mais dans d'autres cultures, il y a des aspects qui me paraissent quand même critiquables par rapport à ce qui existe dans notre culture, et du coup, vous rentrez en conflit avec l'idéologie relativiste, et donc vous êtes raciste, vous êtes mis de côté, etc. Et ça a eu des effets désastreux sur la culture en général, parce que maintenant, si vous écrivez un texte semi-philosophique, vous devez mettre réalité entre guillemets, vérité entre guillemets, etc. Et ça, c'est l'essence du relativisme, et ça empêche, si vous voulez, de penser, à la limite, et évidemment de penser la notion de progrès. Et d'autre part, ça a eu des effets désastreux sur l'enseignement, parce que dans l'enseignement, nécessairement, le professeur a des connaissances objectives qu'il doit transmettre aux élèves. C'est pas une question d'autoritarisme, c'est pas une question de... C'est simplement qu'il y a une hiérarchie, là, si on veut, naturelle, dans l'ordre du savoir. L'enseignant sait et l'élève ne sait pas. Mais si vous commencez à nier qu'il existe des savoirs objectifs, etc., alors évidemment cette hiérarchie est mise en question, ce qui a des effets désastreux dans l'idéologie de comment dirais-je, de l'enseignement. Je ne dis pas que tous les enseignants sont comme ça, et je pense que le relativisme est incohérent et que les gens ne sont pas réellement incohérents, mais il y a un esprit du temps, un zeitgeist, comme on dit en allemand, qui fait qu'on pense dans ce sens-là, et que toute assertion qui peut paraître anti-relativiste est immédiatement suspectée de hiérarchiser, de moraliser, d'avoir des valeurs, etc., etc. Ça, c'est un autre aspect du libéralisme, comme je dis, contemporain, qui a des effets désastreux. Et puis l'autre, c'est l'exaltation de l'individualisme. Non pas simplement que les gens aient des droits, comme la liberté d'expression, ou qu'ils fassent ce qu'ils veulent dans leur chambre à coucher, ce qui est évidemment quelque chose que je défends entièrement, ou qu'ils fassent à peu près ce qu'ils veulent de leur vie tant qu'ils ne font pas de tort aux autres, mais qu'il y a un individualisme total sur le plan économique, qui est renforcé et qui fait qu'il ne doit pas y avoir de collectif. Margaret Thatcher disait la société n'existe pas. Si la société n'existe pas, alors évidemment la nation n'existe pas, l'État-nation n'existe pas. Et en particulier, vous ne pouvez pas avoir de politique gouvernementale de développement économique. Si vous pensez par exemple à la politique de De Gaulle quand il est au pouvoir en 1958, la France est dans une situation aussi catastrophique qu'aujourd'hui. Il y avait la guerre d'Algérie, les gouvernements de la 4e République ne savaient plus quoi faire, ils se succédaient les uns après les autres, c'était le chaos. De Gaulle, non seulement il a résolu, pas très vite, mais enfin il a résolu la question algérienne, mais il a aussi lancé la France dans un programme de modernisation en ayant des investissements à long terme sur l'aéronautique, l'aérospatiale, le nucléaire, l'agriculture, les trains à grande vitesse, etc. Et c'est ça ce qui a permis la modernisation de la France. Mais si vous faites ça, vous devez nécessairement faire ça dans le cadre d'un État stratège qui est lié à la nation, avec ses frontières, avec sa collectivité, son sens du collectif, son sens de l'État. Les agents de l'État ont un sens du service public. Si vous dites moi, il n'y a que mon intérêt qui compte, il n'y a que mon moi qui compte, et c'est de nouveau lié à l'idéologie libérale et évidemment au relativisme, alors moi je vais acheter mon écran plat fait en Chine, c'est très bien, le Chinois qui le produit, évidemment il ne contribue ni à ma pension ni à celle de mes voisins, il s'en fiche complètement, il n'a pas de raison de ne pas s'en fiche. Mais le problème, alors, c'est cette exacerbation de l'individualisme qui n'a rien à voir avec la défense des libertés sexuelles, des libertés d'opinion, comme je dis, elle a disparu. Vous avez cet individualisme qui sape l'unité nationale, qui sape l'idée d'un destin collectif du peuple, français, allemand, belge, peu importe. Mais si vous n'avez pas ce destin collectif, alors évidemment, comme je dis, vous n'avez plus aucun moyen d'avoir une stratégie de progrès, une stratégie générale. Et je ne parle même pas d'étatiser particulièrement la société ou de la bureaucratiser, c'est pas ça la question. Comme on a vu, le libéralisme mène à plus de bureaucratie. Mais comment dirais-je, c'est d'avoir un État qui a un rôle stratégique dans le développement économique. Les Américains le font. Les Américains le font à travers le budget militaire qui est utilisé pour encourager le développement des technologies. L'Internet, par exemple, est venu du travail des militaires américains. Les Chinois le font. Les Chinois sont
il y a beaucoup d'entreprises capitalistes en Chine, mais l'État continue à avoir un rôle directeur. Si vous prenez n'importe quel pays qui s'est développé, la Corée du Sud, Taïwan, etc., tous ces pays ont eu un État qui a eu un rôle stratège dans leur développement. Et donc, si vous avez, comment dirais-je, si vous avez l'individualisme généralisé, ben, on n'a plus de projet collectif. Alors évidemment, vous avez encore du collectif du côté du tribal, du religieux, du communautaire, du régionalisme, etc. Mais vous n'avez plus évidemment quelque chose d'organisé, parce que la seule chose organisée pour l'instant, c'est l'État. Alors, c'est pour ça que je pense que c'est quand même important de comprendre que la crise qu'on vit, qui est très profonde, est quand même la responsabilité d'un certain libéralisme contemporain, et pas parce que la France est un pays socialiste, etc., ce qu'elle n'est pas du tout. Mais pour revenir, pour conclure, vous pouvez me demander si j'ai des solutions. La réponse est qu'évidemment, je n'ai pas de solution. Je n'ai pas de solution parce que la profondeur du problème, tel que j'essaie de l'expliquer, fait qu'il ne suffit pas. Bien sûr, il faut peut-être prendre des mesures d'urgence pour que les gens aient mangé à la fin du mois, etc. Mais il ne suffit pas de redistribuer des richesses. Parce que si vous redistribuez des richesses, ça ne va rien changer au problème de l'appareil productif. Les gens vont acheter des biens produits à l'étranger. Ils ont aussi le problème de l'euro. C'est-à-dire qu'on a cette histoire du franc fort qui est une monnaie, si vous voulez, enfin l'équivalent du franc fort, c'est le fait que maintenant on a l'euro. Donc on a l'euro qui est lié aux marques allemandes. On dit la monnaie française et la monnaie allemande sont équivalentes, mais la monnaie française et allemande ont fluctué dans le temps avec le franc français se dévaluant par rapport aux marques allemandes. À partir du moment où on veut que ces monnaies soient égales, ça implique que les Français n'ont plus la possibilité de dévaluer, de rendre leurs entreprises plus compétitives en dévaluant par rapport à l'Allemagne, par exemple, et par conséquent, il n'y a plus qu'une seule variable d'ajustement, c'est la politique d'austérité, qui est ceci est nouveau une conséquence du libéralisme, parce que cette idée de la monnaie forte est une façon, de nouveau, effectivement, d'imposer aux États des mesures austéritaires, parce que, effectivement, si vous n'avez pas de possibilité de jouer sur la monnaie, vous êtes amené à ces mesures d'austérité. Donc moi, je n'ai pas de solution, parce que je pense que le problème est très profond, mais je pense qu'il faut au moins le comprendre. Je pense que les Gilets jaunes ne comprennent pas, et même les gens qui disent, voilà, c'est l'euro, etc. Oui, c'est l'euro en partie, l'euro sûrement, et l'Europe, l'Union européenne certainement, mais ça ne va pas au fond du problème. Le problème, c'est qu'il faudrait, d'une certaine façon, si je peux utiliser ce terme, avoir une révolution culturelle qui mettra en question les aspects pervers du libéralisme et qui remettrait en avant les bons aspects du libéralisme qui ont disparu. Mais ça, évidemment, je n'ai aucune possibilité de le faire et je ne sais pas qui pourrait lancer une telle révolution. Voilà.